Le jour que j'avais tant attendu était enfin arrivé. Mon cœur battait la chamade tandis que je me tenais devant le miroir, admirant une dernière fois ma robe de mariée. Elle était magnifique, d'un blanc immaculé, avec des détails en dentelle délicate qui couraient le long du corsage et de la traîne. Mes doigts tremblaient légèrement alors que j'ajustais mon voile, essayant de calmer mes nerfs. « Amélie, tu es prête ?» La voix douce de ma meilleure amie et demoiselle d'honneur, Sophie, me tira de ma rêverie. « Oui, je crois que oui, » répondis-je, prenant une profonde inspiration. « Comment je suis ?» Sophie s'approcha, les yeux brillants d'émotion. « Tu es absolument magnifique. Antoine va être ébloui. » Antoine. Mon futur mari. Rien que de penser à lui, un sourire se dessinait sur mes lèvres. Nous nous étions rencontrés il y a 3 ans, lors d'une soirée chez des amis communs. Ce qui avait commencé comme une simple conversation s'était transformé en une connexion profonde, et maintenant, nous étions sur le point de nous unir pour la vie. Le trajet jusqu'à l'église fut un tourbillon d'émotions. Les rues de Paris défilaient devant mes yeux, mais je les voyais à peine, trop occupée à essayer de contrôler ma respiration et à me remémorer mes vœux. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'imposante cathédrale Notre-Dame, mon cœur fit un bond. « On y est », murmura Sophie en me serrant la main. « Tu es prête ?» J'acquiesçai, incapable de parler. Les portes de la voiture s'ouvrirent et je sortis, accueilli par une vague de murmures admiratifs de la part des invités qui attendaient à l'extérieur. L'air était doux, chargé du parfum des fleurs qui décoraient l'entrée de l'église. Mon père m'attendait, fier et ému. Il me prit le bras, et ensemble, nous nous dirigeâmes vers les portes de la cathédrale. La musique de l'orgue résonna, annonçant mon arrivée, et les portes s'ouvrirent en grand. L'intérieur de Notre-Dame était à couper le souffle. Des centaines de bougies scintillaient, leurs flammes dansant sur les vitraux colorés. L'allée centrale était jonchée de pétales de roses blanches, menant directement à l'autel où Antoine m'attendait. Nos regards se croisèrent et le monde autour de moi sembla s'effacer. Il était là, magnifique dans son costume noir, ses yeux remplis d'amour et d'admiration. Pas après pas, je m'avançai vers mon futur. Les visages souriants de nos amis et de notre famille se tournaient sur mon passage, mais je ne voyais qu'Antoine. Lorsque j'arrivai enfin à l'autel, mon père embrassa ma joue et plaça ma main dans celle d'Antoine. « Et tu es sublime », murmura Antoine, ses yeux ne quittant pas les miens. Le prêtre commença la cérémonie, sa voix résonnant dans la cathédrale silencieuse. Tout semblait parfait, comme dans un rêve. Nous échangeâmes nos alliances, nos mains tremblantes d'émotion. Puis vint le moment des vœux. Antoine commença, sa voix forte et assurée remplissant l'espace. « L'Amélie, depuis le jour où je t'ai rencontrée, ma vie a pris un sens nouveau. Tu es ma meilleure amie, ma confidente, mon amour. Je promets de t'aimer, de te chérir et de te soutenir, dans les bons moments comme dans les mauvais. Tu es mon âme sœur, et je suis honorée de devenir ton mari. » Les larmes me montaient aux yeux alors que je m'apprêtais à prononcer mes propres vœux. J'ouvris la bouche, mais avant que je ne puisse dire un mot, un bruit sourd résonna dans l'église. Surprise, je me retournai pour voir la mère d'Antoine, Françoise, se lever brusquement de son siège au premier rang. Son visage était rouge de colère, ses yeux lançant des éclairs dans ma direction. Un frisson me parcourut l'échine alors qu'elle pointait un doigt accusateur vers moi. « Arrêtez tout !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la cathédrale soudain silencieuse. « Je ne peux pas laisser cette mascarade continuer. » Les invités commencèrent à murmurer, confus et choqués. Antoine serra ma main plus fort, tout aussi surpris que moi. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, l'incrédulité perçant dans sa voix. Françoise ignora son fils, ses yeux fixés sur moi avec une intensité qui me fit reculer d'un pas. « Cette femme, cracha-t-elle, me désignant du doigt, n'est rien d'autre qu'une sangsue parasite. Elle ne se marie avec toi que pour ton argent, Antoine. » Un hoquet collectif s'éleva de l'assemblée. Je sentis le sang quitter mon visage, mes jambes menaçant de céder sous moi. Comment pouvait-elle dire une chose pareille? Comment osait-elle gâcher ce qui devait être le plus beau jour de ma vie? Françoise. La voix du père d'Antoine retentit, mêlant choc et réprimande. Ça suffit. Mais Françoise était lancée, sa voix montant d'un cran. Vous ne voyez donc pas?
Elle vient d'une famille pauvre, elle n'a rien. Et soudainement, elle se retrouve à épouser mon fils, héritier d'une des plus grandes fortunes de France? C'est trop beau pour être vrai. Les mots me frappèrent comme des gifles. Chaque accusation était un coup de poignard dans mon cœur. Je regardais autour de moi, voyant les visages choqués de nos invités, certains commençant à chuchoter entre eux. L'atmosphère joyeuse s'était transformée en un cauchemar en quelques secondes. Antoine se plaça devant moi, comme pour me protéger. « Maman, tu as perdu la tête? Comment peux-tu dire des choses pareilles ?» Mais Françoise ne s'arrêtait pas. Elle s'avança dans l'allée, ses talons claquant sur le sol de marbre. « Elle t'a manipulé, mon fils. Elle t'a séduit pour ton argent, rien de plus. C'est une arriviste, une opportuniste qui ne cherche qu'à s'enrichir sur notre dos. » Je sentis les larmes couler sur mes joues, incapable de les retenir plus longtemps. Comment pouvait-elle penser cela de moi? Comment pouvait-elle réduire tout l'amour que je portais à Antoine à une simple question d'argent? Le prêtre, visiblement mal à l'aise, tenta d'intervenir. « Madame, je vous en prie, calmez-vous. Nous sommes dans la maison de Dieu. » Mais Françoise l'ignora, continuant sa tirade. J'ai fait des recherches sur elle. Sa famille vit dans un petit appartement en banlieue, son père est ouvrier, sa mère femme de ménage. Et elle, qu'a-t-elle accompli? Rien. Elle n'est qu'une profiteuse qui a vu une opportunité et l'a saisie. Les mots de Françoise résonnaient dans la cathédrale, rebondissant sur les murs de pierre, amplifiant leur cruauté. Je sentais les regards de tous les invités sur moi, certains emplis de pitié, d'autres de doute. Mon rêve se transformait en cauchemar devant mes yeux, et je me sentais impuissante à l'arrêter. Antoine se tourna vers moi, ses yeux cherchant les miens. « L'Amélie, ne l'écoute pas. Je sais qui tu es, je connais ton cœur. » Ces mots étaient comme une bouée de sauvetage dans cette mer de chaos, mais je me sentais toujours submergée par les accusations de Françoise. Comment pouvais-je me défendre contre de telles accusations sans paraître encore plus coupable? C'est alors que je réalisai que le silence était tombé sur l'assemblée. Tous attendaient ma réaction, ma défense. Je pris une profonde inspiration, essayant de rassembler le peu de courage qui me restait. Je devais parler, je devais me défendre, non seulement pour moi, mais pour Antoine, pour notre amour. Je fis un pas en avant, mes jambes tremblantes me portant à peine. Les yeux de tous étaient rivés sur moi, attendant, jugeant. Je sentais le poids de leurs regards, le poids des accusations de Françoise. Ma voix était à peine audible, brisée par l'émotion. Je m'éclaircis la gorge et essayai à nouveau. Je vous assure que tout ceci est un malentendu. Mais Françoise ne me laissa pas finir. Un malentendu? Ah! C'est ce que disent tous les imposteurs quand ils sont démasqués. Je sentis quelque chose se briser en moi. La colère, la frustration, la douleur, tout se mélangeait dans un tourbillon d'émotions. Et soudain, je sus ce que je devais faire. La vérité, toute la vérité, devait être révélée. Peu importaient les conséquences, peu importait ce que les gens penseraient. Il était temps de mettre fin à ce cauchemar, une bonne fois pour toutes. Alors que Françoise continuait à déverser son venin, une vague de souvenirs me submergea. Chaque mot qu'elle prononçait ravivait des images de mon passé, des moments que j'avais essayé d'enfouir au plus profond de moi-même. Je me revoyais, assise à la table de la minuscule cuisine de notre appartement en banlieue parisienne. Les murs jaunis par le temps et la fumée de cigarettes de mon père semblaient se refermer sur moi. Ma mère, épuisée après une longue journée de travail comme femme de ménage, préparait un maigre repas avec les moyens du bord. « L'Amélie, ma chérie, disait-elle en posant une assiette devant moi, mange bien. Tu as besoin de force pour tes études. » Je baissais les yeux sur mon assiette, reconnaissante mais honteuse de voir ma mère se priver pour moi. Cette nuit-là, comme tant d'autres, je l'entendis pleurer doucement dans sa chambre, inquiète de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Le souvenir suivant me frappa de plein fouet. J'avais 18 ans, fraîchement admise à l'université. La joie de la réussite avait vite été éclipsée par la réalité financière. Comment allions-nous payer les frais de scolarité? On va y arriver, avait dit mon père, ses mains calleuses serrant les miennes. On trouvera un moyen. Et nous avions trouvé. Ou plutôt, j'avais trouvé.
3 emplois, en plus de mes études. Serveuse le matin dans un café près de l'université, tutrice l'après-midi, et réceptionniste de nuit dans un petit hôtel. Les journées étaient interminables, les nuits trop courtes. Je me souvenais des nuits blanches passées à étudier, mes yeux luttant pour rester ouverts alors que je relisais mes notes pour la énième fois. Le goût amer du café bon marché qui me maintenait éveillé. Les cernes sous mes yeux qui s'approfondissaient jour après jour. Mes camarades de classe ne comprenaient pas. Pour eux, l'université était une période d'insouciance, de fête et de découverte. Pour moi, c'était une course contre la montre, une lutte constante pour rester à flot. « Pourquoi tu ne viens jamais aux soirées ?» me demandait souvent ma camarade de classe, Chloé. Son père était avocat, sa mère médecin. Elle ne pouvait pas comprendre. « J'ai du travail », répondais-je invariablement, essayant d'ignorer le pincement au cœur que je ressentais en voyant les autres vivre la vie étudiante dont je rêvais. Les mots de Françoise résonnaient encore dans la cathédrale, me ramenant brutalement au présent. Elle vient d'un milieu pauvre. Elle n'a rien à offrir à mon fils. Ces mots, je les avais entendus tant de fois, sous différentes formes, tout au long de ma vie. Le regard condescendant de la mère de Chloé lorsqu'elle avait appris que ma mère était femme de ménage. Les chuchotements des autres étudiants quand ils avaient découvert que je travaillais comme serveuse. Je me souvenais d'un jour en particulier, lors de ma 2e année d'université. J'étais assise dans un café chic du 16e arrondissement, attendant Chloé pour un projet de groupe. Une femme élégante, probablement dans la cinquantaine, m'avait regardé de haut en bas avant de dire à sa fille, « Vois-tu, ma chérie, c'est pour ça qu'il faut bien travailler à l'école. Sinon, tu finiras comme elle, à servir les autres toute ta vie. » La honte et la colère m'avaient submergée. J'avais voulu crier que j'étais étudiante, que je travaillais dur pour réussir. Mais les mots étaient restés coincés dans ma gorge. Ces souvenirs douloureux défilaient dans mon esprit alors que Françoise continuait sa diatribe. Chaque mot qu'elle prononçait ravivait une blessure, rouvrait une cicatrice que je croyais fermée. Je me rappelais les nuits où je pleurais silencieusement dans mon lit, épuisée et découragée. Les moments où j'avais envisagé d'abandonner, de renoncer à mes rêves et de me contenter d'une vie simple, comme celle de mes parents. Mais je ne l'avais pas fait. Je m'étais accrochée, poussée par une détermination que je ne me connaissais pas. Je revoyais les petites victoires, les moments de fierté. Le jour où j'avais obtenu mon diplôme, les larmes de joie de mes parents. Le premier emploi dans une grande entreprise, la première paie qui m'avait permis d'offrir un petit voyage à mes parents. Et puis, il y avait eu Antoine. Notre rencontre avait été comme un rayon de soleil après une longue nuit. Il m'avait vu, vraiment vu, au-delà des apparences, au-delà de mon passé. Il avait aimé ma force, mon courage, ma détermination. Je me souvenais de notre premier rendez-vous, dans un petit bistrot du Marais. J'étais nerveuse, consciente de la différence de nos milieux sociaux. Mais Antoine avait balayé mes inquiétudes d'un sourire chaleureux. « Parle-moi de toi », avait-il dit, ses yeux brillants de curiosité sincère. Et pour la première fois de ma vie, j'avais parlé ouvertement de mon parcours, de mes luttes, de mes espoirs. Antoine avait écouté, fasciné, sans jugement. « Tu es extraordinaire, Amélie », avait-il dit à la fin de la soirée. « Tu as accompli tellement avec si peu. Je t'admire pour ça. » Ces mots avaient été comme un baume sur mon âme meurtrie. Pour la première fois, quelqu'un voyait ma lutte non pas comme une tare, mais comme une force. Alors que les accusations de Françoise continuaient de pleuvoir, je sentis quelque chose changer en moi. La honte et la peur laissaient place à une autre émotion, la fierté. Fierté de mon parcours, de mes sacrifices, de ma réussite. Je réalisais soudain que je n'avais plus à me cacher, plus à avoir honte de mes origines. Mon passé n'était pas un fardeau, mais une force. Chaque épreuve m'avait rendue plus forte, plus résiliente. Les mots de Françoise, qui quelques instants plus tôt me blessaient profondément, me semblaient maintenant ridicules et mesquins. Comment pouvait-elle réduire toute ma vie, tous mes efforts à une simple question d'argent ? Je sentis la main d'Antoine serrer la mienne, me ramenant au présent. Son regard était rempli d'amour et de soutien, me donnant la force dont j'avais besoin. Je pris une profonde inspiration. Il était temps. Temps de dire la vérité, toute la vérité. Pas seulement pour moi,
mais pour tous ceux qui avaient été jugés injustement, qui avaient dû se battre contre les préjugés et les stéréotypes. Je fis un pas en avant, me dégageant doucement de l'étreinte protectrice d'Antoine. Le silence était tombé sur l'assemblée, tous les yeux rivés sur moi, attendant ma réaction. Madame Dubois, commençai-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible, vous avez raison sur un point. Je viens effectivement d'un milieu modeste. Un murmure parcourut l'assemblée. Françoise eut un sourire satisfait, pensant sans doute avoir gagné. Mais je n'avais pas fini. Mes parents sont des gens simples, c'est vrai. Mon père est ouvrier, ma mère femme de ménage. Ils m'ont élevé dans un petit appartement en banlieue, avec peu de moyens mais beaucoup d'amour. Je fis une pause, balayant du regard l'assemblée. Certains invités semblaient mal à l'aise, d'autres intrigués. Ce que vous ne savez pas, c'est que ces origines modestes m'ont appris des valeurs que tout l'argent du monde ne peut acheter. Le travail acharné, la persévérance, l'humilité, la compassion. Je vis le sourire de Françoise vaciller. Ce n'était clairement pas la réaction qu'elle attendait. J'ai travaillé dur pour arriver où je suis aujourd'hui. 3 emplois en même temps que mes études. Des nuits blanches à réviser. Des sacrifices que vous ne pouvez probablement pas imaginer. Ma voix se brisa légèrement sur ces derniers mots, l'émotion me submergeant. Mais je me repris rapidement. Je suis fière de mon parcours. Fière de mes parents qui ont tout sacrifié pour que je puisse avoir une meilleure vie. Fière de chaque obstacle que j'ai surmonté. Je me tournai vers Antoine, dont les yeux brillaient de fierté et d'amour. Et je suis fière de l'amour que Antoine et moi partageons. Un amour basé sur le respect mutuel, la compréhension et l'admiration. Pas sur l'argent ou le statut social. Je fis à nouveau face à Françoise, dont l'assurance semblait s'être évaporée. Alors oui, Madame Dubois, je n'ai peut-être pas grandi dans un manoir ou fréquenté les meilleures écoles privées. Mais j'ai quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, l'intégrité. Un silence pesant s'abattit sur la cathédrale. Je pouvais presque entendre les battements de mon cœur résonner dans l'immense nef. C'est alors que je réalisai que ce n'était pas fini. Il y avait encore une vérité à révéler. Une vérité que j'avais gardée secrète pendant si longtemps, même d'Antoine. Une vérité qui allait tout changer. Le silence qui régnait dans la cathédrale était assourdissant. Je pouvais sentir tous les regards fixés sur moi, certains emplis de compassion, d'autres de curiosité, et quelques-uns, comme celui de Françoise, d'un mélange de confusion et d'incrédulité. Mes mains tremblaient légèrement alors que je les levais pour ajuster mon voile. Ce geste, si anodin il y a quelques minutes à peine, me semblait maintenant chargé d'un poids immense. Car ce que j'étais sur le point de révéler allait tout changer. Je pris une profonde inspiration, cherchant du regard le soutien d'Antoine. Ses yeux, remplis d'amour et de confiance, me donnèrent la force dont j'avais besoin pour continuer. Il y a quelque chose que je dois vous dire, commençai-je, ma voix résonnant dans le silence de la cathédrale. Quelque chose que j'ai gardé secret pendant très longtemps. Même toi, Antoine, tu ne le sais pas. Je vis une lueur d'inquiétude traverser son regard, mais il hocha la tête, m'encourageant silencieusement à continuer. Madame Dubois, dis-je en me tournant vers Françoise, vous m'accusez de n'être intéressée que par l'argent de votre fils. Vous pensez que je suis une arriviste, une opportuniste qui cherche à s'élever socialement. Mais la vérité est tout autre. Je fis une pause, laissant mes mots pénétrer l'assemblée. Le silence était palpable, chargé d'anticipation. La vérité, c'est que je suis l'héritière d'une fortune considérable. Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Je vis les yeux de Françoise s'écarquiller de stupeur. Mes grands-parents étaient des immigrants italiens, continuai-je, ma voix gagnant en assurance. Ils sont arrivés en France avec presque rien, fuyant la pauvreté de l'Italie d'après-guerre. Mon grand-père, Enzo Rossi, était un homme brillant et travailleur. Il a commencé comme simple ouvrier dans une usine de textile, économisant chaque centime qu'il pouvait. Je me souvenais des histoires que ma grand-mère me racontait quand j'étais petite, assise sur ses genoux dans le petit appartement de mes parents. Des histoires de courage, de persévérance, et de rêves qui semblaient impossibles. Avec le temps, mon grand-père a réussi à mettre de côté assez d'argent pour acheter une petite machine à coudre. Il travaillait le jour à l'usine et la nuit dans notre minuscule appartement,
créant des vêtements qu'il vendait au marché local le week-end. Je pouvais presque sentir l'odeur du tissu et entendre le bourdonnement de la vieille machine à coudre, des souvenirs d'enfance qui remontaient à la surface. Peu à peu, son travail a été remarqué. Ses créations étaient uniques, mariant l'élégance italienne à la mode française. Il a commencé à recevoir des commandes de plus en plus importantes. Et puis un jour, un grand magasin parisien lui a proposé de vendre ses créations. Je vis Antoine sourire, fier et ému. Il connaissait une partie de cette histoire, mais pas la suite. C'était le début d'une incroyable ascension. En quelques années, la petite entreprise de mon grand-père est devenue une marque reconnue dans toute l'Europe. Mais Enzo Rossi n'a jamais oublié ses origines. Il a continué à vivre simplement, réinvestissant la majorité de ses bénéfices dans l'entreprise et dans des œuvres caritatives. Je me tournai vers mes parents, assis au premier rang. Leurs yeux étaient remplis de larmes, un mélange de fierté et d'émotion. Mes parents ont choisi de suivre le même chemin. Ils auraient pu vivre dans le luxe, profiter de la fortune familiale. Mais ils ont décidé de vivre simplement, de travailler dur, et de m'élever avec les mêmes valeurs que celles qui avaient permis à mon grand-père de réussir. Je fis une pause, laissant mes mots pénétrer l'assemblée. Je pouvais voir la confusion et l'incrédulité sur de nombreux visages, en particulier celui de Françoise. Quand j'ai eu 18 ans, mes grands-parents m'ont révélé l'ampleur de notre fortune familiale. J'étais sous le choc. Toute ma vie, j'avais cru que nous étions une famille modeste. Et soudain, j'apprenais que j'étais l'héritière d'un empire de la mode. Je me souviens encore de ce jour-là. Le choc, l'incrédulité, puis la peur. Peur de ce que cela signifiait, peur de comment cela allait changer ma vie. Mes grands-parents m'ont alors donné le choix. Je pouvais prendre ma part de l'héritage immédiatement, vivre une vie de luxe si je le souhaitais. Ou je pouvais choisir de continuer à vivre comme nous l'avions toujours fait, en gardant notre fortune secrète. Je regardais Antoine, dont les yeux ne m'avaient pas quitté. Je pouvais voir qu'il commençait à comprendre. J'ai choisi de garder le secret. Non pas par honte ou par peur, mais parce que je voulais faire mes preuves par moi-même. Je voulais réussir grâce à mon travail, pas grâce à l'argent de ma famille. Je me tournai à nouveau vers Françoise, dont le visage était maintenant pâle de stupeur. Alors oui, Madame Dubois, j'ai travaillé comme serveuse. J'ai été tutrice. J'ai passé des nuits blanches à étudier. Non pas parce que je n'avais pas le choix, mais parce que c'était mon choix. Parce que je voulais être digne de l'héritage de mon grand-père, pas seulement en termes d'argent, mais en termes de valeur. Je fis quelques pas vers l'autel, sentant le poids de mon secret se lever de mes épaules. Quand j'ai rencontré Antoine, j'ai su que c'était lui. Pas à cause de son nom ou de sa fortune, mais à cause de son cœur. Il m'a aimé pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais ou n'avais pas. Je me tournai vers Antoine, dont les yeux brillaient d'émotion. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt, mon amour. J'avais peur. Peur que ça change quelque chose entre nous. Peur que tu penses que je t'avais menti. Antoine fit un pas vers moi, prenant mes mains dans les siennes. L'Amélie, dit-il doucement, ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Tu es toujours la femme forte, courageuse et incroyable dont je suis tombé amoureux. Ces mots me réchauffèrent le cœur, chassant les dernières traces de doute et de peur. Je me tournai à nouveau vers l'assemblée. Je sais que cette révélation peut sembler choquante. Peut-être que certains d'entre vous se sentent trompés. Mais je vous assure que mon intention n'a jamais été de blesser qui que ce soit. J'ai simplement voulu vivre ma vie selon mes propres termes, gagner le respect par mes actions plutôt que par mon compte en banque. Je vis des hochements de tête compréhensifs parmi les invités. Même Françoise semblait avoir perdu de sa combativité, son visage reflétant maintenant plus de confusion que de colère. La vérité est que l'argent ne définit pas qui nous sommes. Ce sont nos actions, nos choix, notre façon de traiter les autres qui nous définissent. Et c'est pour ces raisons que j'aime votre fils, Madame Dubois. Pas pour son nom ou sa fortune, mais pour l'homme merveilleux qu'il est. Je sentis la main d'Antoine serrer la mienne un peu plus fort. Son soutien silencieux me donnait la force de continuer. Je comprends que cette révélation puisse être difficile à accepter. Je suis prête à répondre à toutes vos questions, à vous montrer que mes intentions ont toujours été pures.
Mais sachez une chose, mon amour pour Antoine est réel, profond et inconditionnel. Rien de ce que vous pourrez dire ou faire ne changera cela. » Un silence s'abattit sur la cathédrale alors que je terminais mon discours. Je pouvais voir une myriade d'émotions sur les visages autour de moi, choc, incrédulité, admiration, et même, chez certains, un début de compréhension. Françoise, quant à elle, semblait avoir perdu toute sa verve. Elle se tenait immobile, les yeux écarquillés, comme si elle essayait encore de comprendre ce qui venait de se passer. Je me tournai vers Antoine, cherchant dans ses yeux une indication sur ce qu'il pensait de tout cela. Son regard était rempli d'amour et de fierté, me rassurant silencieusement que tout irait bien. C'est alors qu'un mouvement attira mon attention. Quelqu'un s'avançait dans l'allée centrale de la cathédrale. Le silence qui régnait dans la cathédrale fut soudainement rompu par le bruit de pas résonnant sur le sol en marbre. Tous les regards se tournèrent vers l'allée centrale, d'où provenait ce son inattendu. À ma grande surprise, je vis Antoine s'avancer d'un pas déterminé. Son visage était un mélange d'émotions, de l'amour, de la fierté, mais aussi une pointe de détermination que je ne lui avais jamais vue auparavant. Il s'arrêta à mi-chemin entre l'autel et les bancs où sa mère, Françoise, se tenait encore bouche bée. « Maman, commença-t-il, sa voix forte et claire résonnant dans toute la cathédrale, je pense qu'il est temps que je dise quelque chose. » Je sentis mon cœur se serrer. Que allait-il dire? Était-il en colère que je lui ai caché la vérité sur ma famille? Allait-il annuler le mariage? 1000 scénarios traversèrent mon esprit en une fraction de seconde. Antoine se tourna vers moi, un sourire rassurant aux lèvres, avant de faire face à l'assemblée. « Ce qu'Amélie vient de révéler est un choc pour beaucoup d'entre vous, j'en suis conscient. C'est un choc pour moi aussi, mais pas pour les raisons que vous pourriez penser. » Il fit une pause, balayant du regard les invités. « Le choc, pour moi, n'est pas d'apprendre qu'Amélie est l'héritière d'une grande fortune. Le choc, c'est de réaliser à quel point la femme que j'aime est extraordinaire. » Ces mots me firent monter les larmes aux yeux. Antoine continua, pensez Y un instant. Amélie aurait pu vivre une vie de luxe sans lever le petit doigt. Elle aurait pu profiter de sa fortune, se prélasser sur des plages paradisiaques, s'offrir tout ce dont elle rêvait. Mais qu'a-t-elle choisi de faire? Il se tourna vers moi, ses yeux brillants d'admiration. Elle a choisi de travailler dur. De gagner sa vie par ses propres moyens. De se construire une carrière par son mérite, pas par son nom ou sa fortune. Antoine fit quelques pas vers sa mère. « Maman, tu l'as accusée d'être une arriviste, une femme intéressée uniquement par notre argent. Mais réfléchis un instant. Si c'était vraiment le cas, pourquoi aurait-elle caché sa propre fortune? Pourquoi aurait-elle travaillé comme serveuse, comme tutrice, passé des nuits blanches à étudier, alors qu'elle aurait pu vivre dans le luxe? » Je vis Françoise baisser les yeux, visiblement mal à l'aise. Antoine poursuivit, « La vérité, c'est qu'Amélie est l'une des personnes les plus intègres, les plus travailleuses et les plus humbles que j'ai jamais rencontrées. Et c'est pour ces qualités que je suis tombé amoureux d'elle. » Il se tourna à nouveau vers moi, s'approchant de quelques pas. « Amélie, mon amour, je dois t'avouer quelque chose à mon tour. » Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Que pouvait-il bien avoir à avouer? Je savais déjà pour ta famille, dit-il doucement. Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Moi-même, j'étais stupéfaite. Comment pouvait-il savoir? Antoine sourit, voyant ma confusion. Il y a environ 6 mois, j'ai reçu la visite d'un homme âgé à mon bureau. Il s'est présenté comme Enzo Rossi, ton grand-père. Je portai ma main à ma bouche, étouffant un hoquet de surprise. Mon grand-père était allé voir Antoine? Pourquoi ne m'en avait-il rien dit? Ton grand-père est un homme remarquable, Amélie, poursuivit Antoine. Il m'a raconté l'histoire de votre famille, votre décision de vivre simplement malgré votre fortune. Il m'a dit à quel point il était fier de toi, de tes choix, de ta force de caractère. Des larmes silencieuses coulaient maintenant sur mes joues. Je n'arrivais pas à croire que mon grand-père avait fait cela. Il m'a dit qu'il voulait s'assurer que l'homme que sa petite-fille allait épouser était digne d'elle, continua Antoine avec un petit rire. Je pense que j'ai passé l'examen le plus difficile de ma vie ce jour-là. L'assemblée rit doucement, brisant un peu la tension qui régnait dans l'air.
Ton grand-père m'a fait promettre de ne rien te dire, expliqua Antoine. Il voulait que tu aies la chance de me le dire toi-même, quand tu serais prête. Et je respecte tellement ton intégrité, ton désir de faire tes preuves par toi-même, que j'ai accepté de garder le secret. Il fit encore un pas vers moi, prenant mes mains dans les siennes. L'Amélie, savoir que tu étais l'héritière d'une grande fortune n'a rien changé à mes sentiments pour toi. Au contraire, cela n'a fait que renforcer mon admiration et mon amour. Tu aurais pu avoir une vie facile, mais tu as choisi la voie la plus difficile, la plus honorable. Je sentais les regards de tous les invités sur nous, mais à ce moment-là, c'était comme si Antoine et moi étions seuls au monde. Je t'aime, Amélie, dit-il avec une intensité qui me coupa le souffle. Je t'aime pour ta force, ton intégrité, ta compassion. Je t'aime pour la femme que tu es, pas pour ce que tu as ou n'as pas. Il se tourna ensuite vers l'assemblée, gardant une de mes mains dans la sienne. Si quelqu'un ici pense encore qu'Amélie est intéressée par l'argent ou le statut social, qu'il parle maintenant. Sinon, je propose que nous continuions cette cérémonie et que je puisse enfin épouser la femme extraordinaire qui se tient à mes côtés. Un silence total régna pendant quelques secondes, puis soudain, des applaudissements éclatèrent. D'abord timides, puis de plus en plus forts, jusqu'à ce que toute la cathédrale résonne d'acclamations et de cris de joie. Je vis mes parents se lever, les larmes aux yeux, applaudissant avec fierté. Même le père d'Antoine, qui était resté silencieux jusque-là, se leva pour applaudir, un large sourire aux lèvres. Seule Françoise restait assise, l'air confus et un peu honteux. Mais alors que les applaudissements continuaient, je la vis se lever lentement. Elle s'approcha de nous, les yeux baissés. Je suis désolée, dit-elle d'une voix à peine audible au-dessus du bruit des applaudissements. J'ai eu tort de vous juger, Amélie. J'espère que vous pourrez me pardonner. Je sentis une vague de soulagement et de compassion m'envahir. Sans hésiter, je pris Françoise dans mes bras. « Bien sûr que je vous pardonne, murmurai-je. Nous sommes une famille maintenant. » Les applaudissements redoublèrent d'intensité à cette vue. Je sentis Antoine nous envelopper toutes les deux dans une étreinte, et pendant un moment, tout sembla parfait. Lorsque nous nous séparâmes enfin, le prêtre s'éclaircit la gorge. « Eh bien, dit-il avec un sourire, je pense que nous pouvons reprendre la cérémonie, si les mariés sont prêts. » Antoine et moi échangeâmes un regard, nos yeux brillants d'amour et de bonheur. « Nous sommes plus que prêts, répondîmes-nous d'une seule voix. » Alors que nous reprenions nos places devant l'autel, je ne pus m'empêcher de penser à quel point cette journée avait pris une tournure inattendue. Ce qui avait commencé comme un cauchemar s'était transformé en quelque chose de beau, de puissant. Le prêtre reprit la cérémonie là où nous l'avions laissée, mais cette fois-ci, chaque mot semblait avoir un sens plus profond. Lorsque vint le moment d'échanger nos vœux, Antoine prit mes mains dans les siennes, ses yeux plongés dans les miens. « L'Amélie, commença-t-il, sa voix empreinte d'émotion, je te promets de t'aimer et de te chérir tous les jours de ma vie. Je promets de te soutenir dans tes rêves et tes ambitions, de célébrer tes succès et de te réconforter dans les moments difficiles. Je promets d'être toujours honnête avec toi, de te faire confiance et de mériter ta confiance en retour. Tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, et je suis honorée de devenir ton mari. » Les larmes aux yeux, je pris une profonde inspiration avant de prononcer mes propres vœux. « Antoine, mon amour, je te promets de t'aimer inconditionnellement, dans les bons et les mauvais moments. Je promets d'être ton partenaire, ton ami, ta confidente. Je promets de t'encourager à poursuivre tes passions, de te soutenir dans tes défis et de rire avec toi dans la joie. Tu m'as accepté tel que je suis, avec mon passé et mes secrets, et je te promets d'être toujours vraie et honnête avec toi. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir dans ma vie, et je suis fière de devenir ta femme. » Alors que nous échangions nos alliances, je sentis une vague d'amour et de bonheur m'envahir. Malgré tous les défis et les révélations inattendues de cette journée, nous étions là, plus forts et plus unis que jamais. Lorsque le prêtre nous déclara enfin mari et femme, les applaudissements et les cris de joie éclatèrent à nouveau dans la cathédrale. Antoine me prit dans ses bras et m'embrassa avec passion, scellant notre union devant tous nos proches. Alors que nous nous tournions vers l'assemblée, main dans la main, je ne pus m'empêcher de sourire en voyant les visages radieux de nos familles et amis. Même Françoise avait les larmes aux yeux, un sourire sincère aux lèvres. Cette journée ne s'était certes pas déroulée comme prévu, mais d'une certaine manière,
elle était devenue encore plus belle et significative que tout ce que j'aurais pu imaginer. Nous avions affronté l'adversité ensemble, nous avions révélé nos vérités les plus profondes, et notre amour n'en était ressorti que plus fort. Alors que nous descendions l'allée sous une pluie de pétales de roses, je sus que quoi que l'avenir nous réserve, Antoine et moi serions prêts à l'affronter ensemble, avec honnêteté, amour et courage. Alors que nous quittions la cathédrale sous les applaudissements et les félicitations de nos invités, je ne pouvais m'empêcher de repenser à tout ce qui venait de se passer. Ce qui avait commencé comme un désastre potentiel s'était transformé en une journée remplie de révélations, d'émotions intenses, finalement, d'amour triomphant. La réception qui suivit fut un tourbillon de joie et de célébration. Le grand salon de l'hôtel de luxe que nous avions choisi pour l'occasion était magnifiquement décoré, avec des fleurs blanches et des rubans dorés partout. La musique de l'orchestre remplissait l'air, se mêlant aux rires et aux conversations animées de nos invités. Antoine et moi venions de terminer notre première danse en tant que mari et femme, et nous nous dirigions vers notre table lorsque je vis Françoise s'approcher de nous. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine, l'appréhension me gagnant malgré les événements de la cathédrale. « Amélie, Antoine, dit-elle doucement, puis-je vous parler un moment ?» Nous échangeâmes un regard rapide avec Antoine avant d'acquiescer. Françoise nous conduisit vers un coin tranquille de la salle, loin des oreilles indiscrètes. « Je voulais m'excuser à nouveau, commença-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Mon comportement à l'église était inexcusable. J'ai laissé mes préjugés et mes peurs prendre le dessus, et j'ai failli gâcher le plus beau jour de votre vie. » Je sentis la main d'Antoine serrer la mienne, me donnant la force de répondre. « Françoise, dis-je doucement, je comprends que vous vouliez protéger votre fils. Même si vos méthodes étaient, disons, peu conventionnelles, votre intention venait d'un bon sentiment. » Françoise secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, Amélie. Il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait. J'ai jugé sans connaître, j'ai accusé sans preuve. J'ai laissé mes propres insécurités dicter mes actions. » Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. « La vérité est que j'avais peur. Peur de perdre mon fils, peur qu'il n'ait plus besoin de moi. Et au lieu d'accepter que mon petit garçon était devenu un homme, capable de faire ses propres choix, j'ai choisi d'attaquer la femme qu'il aimait. Je fus touchée par sa sincérité. C'était la première fois que je voyais Françoise aussi vulnérable, aussi humaine. « Maman, intervint Antoine, tu ne me perdras jamais. Amélie n'est pas une menace pour notre relation, elle est un ajout à notre famille. » Françoise hocha la tête, essuyant une larme qui coulait sur sa joue. « Je le vois maintenant. Amélie, dit-elle en se tournant vers moi, vous êtes une femme extraordinaire. Votre force, votre intégrité, votre amour pour mon fils. Je suis honorée de vous avoir comme belle-fille. J'espère qu'avec le temps, vous pourrez me pardonner et que nous pourrons construire une véritable relation. » Sans hésiter, je pris Françoise dans mes bras. « Mais bien sûr que je vous pardonne, murmurai-je. Nous sommes une famille maintenant, et les familles se soutiennent mutuellement, même dans les moments difficiles. » Lorsque nous nous séparâmes, je vis un sourire sincère sur le visage de Françoise. « Merci, Amélie. Je promets de faire de mon mieux pour être la belle-mère que vous méritez. » Antoine nous enveloppa toutes les deux dans une étreinte. « C'est tout ce que je pouvais espérer, dit-il, la voix rauque d'émotion. Les deux femmes les plus importantes de ma vie, en paix l'une avec l'autre. » Ce moment fut interrompu par l'arrivée de mes parents. Mon père, habituellement si réservé, avait les yeux brillants de fierté. Ma mère, quant à elle, ne cachait pas ses larmes de joie. « Ma chérie, dit mon père en m'embrassant, nous sommes tellement fiers de toi. Tu as géré cette situation avec grâce et dignité. » Ma mère acquiesça, serrant Antoine dans ses bras. « Vous formez un couple merveilleux. Votre amour est une inspiration pour nous tous. » C'est alors que je réalisai que ce moment, cette réconciliation, était bien plus qu'une simple résolution de conflit familial. C'était une leçon pour tous ceux qui étaient présents. Je me tournai vers nos invités, qui observaient notre petit groupe avec curiosité. Prenant une profonde inspiration, je décidai qu'il était temps de partager cette leçon avec tout le monde. « Mes chers amis, commençai-je, ma voix portant dans toute la salle, je voudrais dire quelques mots, si vous me le permettez. » Le silence se fit progressivement, tous les yeux se tournant vers moi. « Aujourd'hui,
nous avons tous été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Non pas seulement l'union de deux personnes qui s'aiment, mais aussi la puissance de l'honnêteté, du pardon et de l'amour inconditionnel. Je fis une pause, balayant du regard l'assemblée. Je pouvais voir l'attention et la curiosité sur tous les visages. Il y a quelques heures à peine, nous étions au bord du désastre. Des préjugés, des malentendus et des secrets menaçaient de détruire ce qui aurait dû être le plus beau jour de notre vie. Mais quelque chose de merveilleux s'est produit. Nous avons choisi l'honnêteté plutôt que la dissimulation. Nous avons choisi le pardon plutôt que la rancune. Et surtout, nous avons choisi l'amour plutôt que la peur. Je sentis Antoine serrer ma main, m'encourageant silencieusement à continuer. Ce que nous avons vécu aujourd'hui est une leçon pour nous tous. Une leçon sur l'importance de ne pas juger les autres sur les apparences ou les rumeurs. Une leçon sur la valeur de l'honnêteté, même quand c'est difficile. Une leçon sur le pouvoir du pardon et de la compréhension mutuelle. Je me tournai vers Françoise, lui souriant avec chaleur. Ma nouvelle belle-mère nous a montré aujourd'hui que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière. Que l'amour d'une mère peut surmonter les préjugés et les malentendus. Françoise avait les larmes aux yeux, mais son sourire était radieux. Et mon mari, continuai-je en regardant Antoine avec amour, m'a montré que l'amour véritable va au-delà des apparences, au-delà des secrets. Qu'il accepte l'autre tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. Antoine porta ma main à ses lèvres, y déposant un doux baiser. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'un mariage. Nous célébrons la victoire de l'amour sur la peur, de la vérité sur les préjugés, de la compréhension sur le jugement hâtif. Je levai mon verre, invitant tous les invités à faire de même. Je vous invite tous à réfléchir à cette journée, à ce que nous avons vécu et appris. Que cela nous serve de rappel dans notre vie quotidienne. Rappelons-nous de toujours chercher à comprendre avant de juger, d'être honnête même quand c'est difficile, et surtout, d'aimer sans condition. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Je vis des hochements de tête, des sourires, et même quelques larmes d'émotion. Portons un toast, conclus-je, à l'amour, à l'honnêteté, et à la famille, celle que nous avons par le sang et celle que nous choisissons. Que notre histoire serve d'inspiration et de rappel que l'amour peut vraiment tout surmonter. À l'amour, répondirent en chœur tous les invités, levant leurs verres. Alors que les conversations reprenaient et que la musique recommençait à jouer, je sentis une profonde paix m'envahir. Ce qui avait commencé comme le pire jour de ma vie s'était transformé en quelque chose de beau et de significatif. Antoine me prit dans ses bras, m'embrassant tendrement. « Tu es incroyable », murmura-t-il. « Je t'aime tellement. »« Je t'aime aussi », répondis-je, me blottissant contre lui. Alors que la soirée se poursuivait, remplie de danse, de rires et de célébrations, je ne pouvais m'empêcher de penser à quel point la vie pouvait être surprenante. Les épreuves que nous avions traversées aujourd'hui nous avaient rendus plus forts, plus unis. Elles nous avaient rappelé l'importance de l'honnêteté, du pardon et de l'amour inconditionnel. Je savais que notre vie ensemble ne serait pas toujours facile. Il y aurait des défis, des désaccords, peut-être même des moments de doute. Mais je savais aussi que tant que nous garderions les leçons de cette journée à l'esprit, l'importance de la communication ouverte, de la compréhension mutuelle et de l'amour inconditionnel, nous pourrions surmonter n'importe quoi. Alors que je regardais autour de moi, voyant les visages souriants de nos amis et de notre famille, je me sentis empli de gratitude. Gratitude pour l'amour d'Antoine, pour la compréhension nouvellement acquise de Françoise, pour le soutien indéfectible de mes parents, et pour la chance d'avoir pu transformer une situation potentiellement désastreuse en un moment d'apprentissage et de croissance pour tous. Cette journée, qui avait commencé dans le chaos et la confusion, se terminait dans l'harmonie et l'amour. Et tandis qu'Antoine m'entraînait sur la piste de danse pour une nouvelle valse, je sus que quoi que l'avenir nous réserve, nous l'affronterions ensemble, plus forts et plus unis que jamais.